J'ai plus qu'à monter la vidéo pour demain midi. Voilà. Et il me reste moins de 24 heures. Ça le fait. Hello hello, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne année 2025 qui j'espère pour vous sera une année remplie d'aventures livresques et magiques. Je vous ai fait part dans ma dernière vidéo de tous mes projets pour cette année 2025 et vous allez être gâtés en création de contenu, donc vous allez retrouver plus de vidéos et de contenu livresque sur mes réseaux sociaux, donc je vous invite à aller regarder tout ça dans la précédente vidéo et me suivre sur les autres réseaux qui seront donc dans la barre d'infos. Mais donc c'est l'occasion en ce début d'année de faire un bilan de tout ce que j'ai pu lire et notamment vous présenter mon top 10 des meilleures lectures de 2024. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo bilan de l'année 2024, j'ai lu un total de 160 livres cette année, c'est juste énorme, donc c'est tout genre confondu. Aujourd'hui je vous propose donc un top 10 des meilleurs romans qui m'ont marqué cette année. Ce sont des lectures où je n'ai même pas eu besoin de faire un choix pour pouvoir les prendre et vous les présenter. Ça a vraiment été 10 lectures qui m'ont marqué, il n'y en avait pas un peu plus, il n'y en avait pas un peu moins. Ça a vraiment été le chiffre qui a réussi à globaliser tous mes coups de cœur de cette année. On commence à la 10e position par un livre audio. Peut-être que si je l'avais lu au format physique j'aurais peut-être eu un coup de cœur un peu plus grand, mais vraiment l'audio a été incroyable. Il s'agit du Hobbit écrit par J.R.R. Tolkien. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un résumé du Hobbit? Ok, c'est parti si jamais vous ne connaissez pas l'histoire de Bilbo Bessac qui donc vit dans son trou de Hobbit de façon paisible. Il a vraiment sa petite routine tranquillou et un jour Gandalf, le grand magicien, va venir toquer à sa porte pour lui demander son aide et partir en expédition avec 13 nains qui souhaitent donc récupérer un trésor qui leur a été volé. Bilbo il veut pas, clairement il refuse, il a pas envie, il préfère sa tranquillité, sauf qu'il comprend que son implication dans cette quête est plus que capitale et qu'il est plus ou moins contraint, surtout qu'on joue sur son lien d'empathie et il se dit que bon ok il va aller aider ses amis puisque cette aventure va être périlleuse et qu'il va du coup pouvoir les aider. Bref, du coup dans cette histoire on va suivre tous les films qui sont sortis donc sur le Hobbit puisque du coup il y en a eu 3 il me semble, et on a donc là en un seul tome toute l'histoire et c'est vraiment très bien fait. J'ai vu les films pardon il y a très longtemps, je les ai pas revus depuis, je crois que ça va faire 6-7 ans, mais j'ai vraiment eu envie de me replonger dans cette ambiance parce que l'univers de Tolkien est juste incroyable, il y a tellement de détails et d'aventures fantasy que j'aime énormément, j'aime beaucoup ces univers et donc je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir la véritable histoire du Hobbit à travers du coup la lecture de ce livre-ci. Le narrateur vraiment est juste incroyable, le format audio nous envoûte et nous plonge à l'intérieur de l'univers du Hobbit. J'ai adoré, vraiment ça a été une expérience que j'ai adorée et en plus de ça je l'ai lu lorsque je suis partie en vacances à la montagne, donc autant vous dire que l'ambiance était plus que propice pour pouvoir être immergée dans l'univers de Tolkien. À la 9e position se trouve un livre que nous avons lu en lecture commune sur le Discord et que je pense proposer en lecture commune sur le Patreon cette année. Si vous savez pas ce que c'est je vous laisse checker en barre d'infos. Mais donc il s'agit de Curious Tides écrit par Pascal Lascelles. On est donc sur le premier tome d'une trilogie et je sais qu'il a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux étant donné que c'était donc ce livre-ci qui avait plusieurs couvertures. Donc il y avait la version solaire et la version éclipse, donc moi j'ai réussi à avoir la version entre guillemets classique, celle qu'on retrouvait le plus souvent, c'était celle que je trouvais le plus jolie, donc je suis vraiment très contente. Et donc c'est une histoire un petit peu de magie autour des lunes et de tout ce qui va être en attrait par rapport à ça, donc notamment avec les marées, et c'est un univers très riche. Donc ici nous allons suivre Emory qui est donc une étudiante à l'académie de je ne sais plus le nom, bref c'est pas grave, donc dans une académie de magie très prestigieuse et on va la suivre en fait lors de sa deuxième rentrée à cette académie, sauf que celle-ci est complètement bousculée puisque l'été dernier elle a perdu sa meilleure amie qui a fait une sorte de rituel dans une grotte avec d'autres amis à eux qui étaient donc dans la même académie, et donc la perte tragique d'une dizaine de ses camarades va vraiment bousculer l'académie et d'autant plus donc Emory qui se retrouve un peu toute seule, d'autant
d'autant plus que elle a assisté à ce qui s'est passé et elle est la seule survivante de cet événement et elle va s'apercevoir que malgré les apparences, eh bien ça a complètement bousculé tout son univers et notamment sa magie. Elle avait en effet la magie d'une guérisseuse assez classique, assez rudimentaire, sauf que là elle va se voir développer des pouvoirs magiques qui sont en lien notamment avec les pouvoirs de l'éclipse, et les personnes ayant des pouvoirs de l'éclipse sont très mal vues parce que c'est quelque chose de très rare. Il y a que quelques élèves, il y en a 2 maximum, dont l'un d'entre eux est notamment le frère de la meilleure amie d'Emori qui donc est décédé cette année. Donc on va voir qu'un lien va se tisser entre ces personnes là, puisque du coup Emori va se poser beaucoup de questions sur ses capacités. Est-ce que c'est en lien avec cet événement? Qu'est-ce qui la relie à ce qui s'est passé? Bref, autant de mystères et de magie qui va du coup naître, et j'ai beaucoup aimé. Au début en fait j'ai eu beaucoup de réticence parce que c'est très lent. J'ai vraiment eu une lecture un peu mitigée. Je crois qu'au début je lui ai mis 3,5. J'étais vraiment assez dubitative quand j'ai fait mes retours sur le Discord, et en fait après coup c'est une histoire qui m'a marquée puisque du coup j'y pense encore régulièrement. D'autant plus que la magie qui est développée dans ce livre est assez singulière, elle est unique, en tout cas je l'ai pas retrouvée ailleurs dans des lectures, donc c'est ça qui m'a plutôt marquée avec le lien avec les lunes, les marées, etc. Et finalement je suis assez curieuse de voir donc le tome 2 et il se place du coup dans mes 10 meilleures lectures, donc ça vraiment après coup, après avoir passé plusieurs mois finalement, et je suis revenue sur ma décision et sur mon avis final puisque du coup s'il fait partie de ce top 10 vous vous doutez bien que je ne lui ai pas mis que 3,5 sur 5 sur Goodreads. Franchement ça a été tellement difficile de faire un top 10 et de devoir trier mes lectures, et je suis malheureuse de vous le présenter qu'en 8ème position parce que je pense qu'il mérite une place meilleure que ça, mais j'ai tellement eu de très bonnes lectures, ça a été tellement difficile. Bref, en 8ème position nous retrouvons The Blood Traitor, donc le 3ème tome de la trilogie écrit par Lynette Noni que j'ai adoré, j'ai surkiffé. Déjà le premier tome ça a été un réel coup de cœur, une réelle découverte que j'avais reçue donc avec le service presse de Hachette Roman. Le tome 2 a été incroyable également, et ce 3ème tome clôture de façon très juste cette saga vraiment incroyable. Je ne peux pas vous proposer de résumé puisque du coup nous sommes sur un 3ème tome, mais si vous aimez bien l'ambiance un petit peu donc de par exemple du Trône de Glace, donc de Keleana, si vous aimez beaucoup avec une histoire de magie et de romance à l'intérieur, c'est tellement une pépite. Je peux quand même vous proposer le résumé du premier tome. Dans le premier tome donc nous allons suivre Kiva qui est enfermée dans la prison de Zalindov en tant que guérisseuse, et un jour elle va du coup accueillir un jeune homme qui est très affaibli et dont elle va devoir s'occuper puisqu'il a fait un long voyage pour atterrir à la prison. Elle lui fait visiter la prison et elle va finalement commencer à développer un petit peu un lien avec ce jeune homme qui est assez intriguant, et sa famille lui glisse à chaque fois qu'elle le peut des petits mots pour pouvoir lui dire qu'elle arrive, pour pouvoir aller la libérer. Sauf que ça fait des années qu'elle est dans cette prison, emprisonnée à tort, son père y est même décédé, et donc elle va perdre un petit peu espoir sur cette tentative de sauvetage, et une occasion particulière va venir se présenter à elle puisque la reine rebelle va atterrir dans la prison. On va lui demander d'en prendre soin évidemment, sauf que cette reine rebelle elle va devoir passer des épreuves pour pouvoir survivre, sauf qu'elle en est incapable vu son état physique, et donc Kiva va se porter volontaire pour passer ces épreuves de magie, même si de toute évidence elle ne semble pas avoir de pouvoir magique. Comment va-t-elle pouvoir s'en sortir? Eh bien je vous en dis pas plus puisque déjà je vous en ai suffisamment dit pour attirer votre curiosité sur cette saga qui est juste incroyable, une pépite. Donc si vous aimez les univers de magie, d'épreuves, d'aventure, mais également puisqu'il y a de la romance à l'intérieur, donc foncez parce que c'est une saga qui se lit toute seule. Elle est terminée en 3 tomes et elle est déjà publiée, donc vous avez toutes les raisons pour aller craquer et lire cet univers incroyable. Vous m'en direz des nouvelles parce que vraiment ça fait partie de mon top 10 de meilleures sagas de tous les temps. À la 7ème position on retrouve un coup de cœur dont je savais déjà d'avance que ça allait en être un. Il s'agit du premier tome de Langrange-Temps écrit par Nell Pfeiffer, publié chez Hachette Roman, que j'ai acheté à un prix exorbitant sur Vinted parce que je voulais absolument la version collector et que je ne la trouvais plus en magasin. Du coup je me suis dit j'espère que ça vaut le coup, et évidemment ça valait le coup. Elle a été à la hauteur de mes espérances, cette lecture, ça a été incroyable. Pour la petite histoire, j'avais vu le TikTok qui a inspiré donc Nell Pfeiffer pour écrire son histoire, puisque du coup c'était une vidéo dans laquelle il y avait donc une femme qui était employée pour remonter tous les horloges de l'Elysée il me semble, et donc à partir de cela est née du coup une inspiration puisque nous allons suivre ici Sophie
de la Pointe qui est donc une horlogère. Donc elle va s'occuper s'occuper des horloges qui ont des capacités, qui ont des dons, qui peuvent parler, et donc elle va s'en occuper puisque c'est son père qui lui a transmis ce savoir, son père qui a mystérieusement disparu du jour au lendemain et dont elle a des suspicions et qu'elle aimerait enquêter, et son quotidien va se retrouver basculé le jour où elle remonte des horloges dans le palais royal et qu'elle va rencontrer Dimitri, pardon, le frère jumeau donc du prince royal, qui donc se présente à elle et lui demande une mission assez particulière puisque du coup il va donc amener avec lui un engrange-temps. Un engrange-temps, ça permet donc de voyager dans le temps. Elle est divisée entre le fait de devoir respecter les souhaits de son père de ne pas du coup voyager dans le temps, qui lui a dit que c'était très dangereux, mais en même temps elle aimerait bien savoir ce qui lui est arrivé, et donc elle va se retrouver au cœur d'une intrigue et d'événements qui vont complètement la dépasser. Elle est vraiment bouleversée et je me suis dit waouh, comment c'est possible de pouvoir faire une histoire qui soit aussi cohérente et qui tient la route avec des voyages dans le temps, puisque vous le savez parfois ça manque de cohérence, notamment j'ai en même temps que comme seul exemple L'Enfant Maudit, et clairement c'est pas forcément le meilleur exemple pour le voyage dans le temps et de récits réussis par rapport à ça, mais en fait j'ai toujours souhaité tout au long du livre qu'elle regagne son espace-temps à elle, donc dans sa vie classique avant de voyager dans le temps, mais en même temps je me suis dit c'est tellement pas possible, il faut qu'elle continue de rester dans cet univers, et il se passait tellement d'événements que je me suis dit mais waouh, comment elle va pouvoir s'en sortir, parce qu'en fait plus elle avançait et pire c'était, et je me suis dit mais comment c'est possible qu'elle en arrive à ce moment là, et j'ai adoré parce que c'est une fin qui reste assez conclusive et on pourrait s'arrêter à ce premier tome, mais il y a le deuxième tome et j'aimerais vraiment savoir ce qui se passe dedans, donc ça va être une de mes lectures de 2025, vous vous doutez bien, puisque du coup je suis assez intriguée. Ça a été une lecture à la hauteur de mes espérances, entre une héroïne assez badass et sûre d'elle, très indépendante finalement, pas la pain-bêche qui ne s'en sort pas et qui a besoin de l'aide d'un héros pour pouvoir y arriver, mais qui justement a du caractère, s'affirme, mais également une petite pointe de romance, mais pas trop, qui nous permet du coup de pouvoir avoir envie d'en savoir plus sur ce lien qui se tisse entre plusieurs protagonistes, et puis d'aventure et de magie. Ça a été un délice que je vous recommande très chaudement. Vraiment j'ai trop mal au cœur quand je vois certains livres placés aussi bas dans mon classement, mais donc à la 6ème position nous retrouvons Kéléana, le tome 4, donc là je n'ai que la partie 1 puisqu'en France ils l'ont divisé en deux parties, mais je considère que les deux parties sont donc à cette position puisque je trouve que c'est en même temps bien découpé, mais c'est censé être qu'un livre, donc du coup bah pour moi c'est le tome 4, bref voilà. Du coup Kéléana, j'aime énormément cet univers, quoique j'ai eu un petit peu de mal avec le tome 2 et le tome 3, en tout cas plus avec le tome 2 où il y a eu un peu moins d'action, où c'était un peu plus lent, mais là avec ce tome 4 on renoue avec les débuts de la saga, avec énormément d'intrigues. Vraiment j'ai retrouvé l'esprit du tome 1 qui m'avait tant marqué. Là j'ai vraiment adoré poursuivre du coup l'histoire de Kéléana, d'en savoir un peu plus sur elle, sur sa personnalité, sur son passé, mais également les implications qui sont du coup amenées. Là il y a de l'action, il y a des événements qui sont juste incroyable, voilà, j'ai pas d'autres mots. Je ne suis pas objective quand on parle du trône de glace, donc je vais essayer de me forcer à dire que c'est donc le trône de glace puisque c'est la saga qui s'appelle comme ça et pas Kéléana qui est une invention française. Et d'ailleurs du coup est-ce qu'elle s'appelle Céléana? Va falloir que je me force à l'appeler Céléana. Ça va être compliqué pour moi la transition. Enfin bref, je l'adore, vraiment c'est une saga coup de cœur. Je la fais vraiment languir, vraiment j'essaye de la faire durer un petit peu dans le temps, mais en même temps j'ai envie de savoir la suite, du coup c'est un peu compliqué. Mais bref, je vous ai toujours pas proposé de résumé de Kéléana, mais donc Kéléana c'est l'histoire d'une grande assassineuse qui donc est en prison au début du tome 1, qui va donc être appelée par le prince, donc le fils du roi, pour pouvoir concourir à une compétition pour être élu donc l'assassin royal officiel et pouvoir gagner sa liberté après 5 ans au service du roi. Donc Kéléana va se retrouver au cœur d'épreuves dans lesquelles elle va devoir affronter des ennemis pour pouvoir rentrer donc au service du roi, même si c'est la personne qu'elle déteste le plus, afin de pouvoir mener ses propres convictions et sa propre volonté de liberté. Mais on va se rendre compte que finalement il va y avoir d'autres enjeux, d'autant plus que Kéléana va s'attacher à des membres du
palais et qu'elle va découvrir de mystérieuses choses qui relèvent un peu d'un esprit magique et dont elle serait concernée. Bref, c'est juste incroyable, c'est une pépite, j'aime tellement, ça se dévore tout seul, je ne vois pas les pages passer, c'est incroyable, je l'aime d'amour, voilà, je suppose objectif, je vous l'ai dit. À la 5e position, on retrouve de nouveau un livre audio, et donc je l'ai pas avec moi en format physique, mais il va vraiment falloir que je me l'achète car ça a été un coup de cœur incroyable, une expérience vraiment génial. C'est donc le livre des 7 maris d'Evelyn Hugo, donc de Jennifer L. Jenkins Reid. Je sais plus. Attendez, il va falloir que j'aille rechercher le titre, le livre, enfin le nom, parce que... De Taylor Jenkins Reid. Ok. C'est un livre qui a eu un réel succès sur TikTok et donc je voulais découvrir de quoi il était question et je comprends toute la hype qu'il y a eu autour de ce livre. Il est juste incroyable, vraiment je l'ai écouté pourtant en audio et généralement en audio j'ai un peu plus de mal, je suis un peu plus détachée, je suis un peu moins impliquée, mais pour autant là il y avait du suspense, je voulais vraiment savoir de quoi il était question par la suite en fait et je me suis tellement prise au jeu que j'ai vraiment cru que c'était limite une autobiographie, que c'était réel finalement. Comme vous pouvez vous en douter au titre du livre, nous allons suivre l'histoire donc d'Evelyn Hugo, une célèbre star qui ne s'est jamais réellement confiée, sauf que là elle voit sa fin de vie arriver et elle veut du coup témoigner et raconter son histoire à une journaliste spécifique, elle n'en veut pas d'autre, c'est cette personne précisément à qui elle va se confier sur toute sa vie et notamment sur ses 7 maris qu'elle a pu avoir au cours de sa carrière, enfin au cours de sa vie même plutôt, parce que c'est pas que sa carrière, c'est au cours de sa vie. Et donc on va découvrir à la fin de ce livre pourquoi elle a choisi cette journaliste et ce plot twist il a été incroyable. Je me suis arrêtée, je me suis dit non mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé là dans le livre, c'est juste incroyable. Du coup c'est une histoire extrêmement touchante qui semble tellement réelle et j'ai adoré toute l'histoire et la personnalité d'Evelyn Hugo qui est vraiment, qui en impose, qui est assez prétentieuse, hautaine mais en même temps qui est humaine et qui a un cœur. Elle a grandi au cœur d'une industrie cinématographique des années 70 qui n'a pas été facile et dont elle décrit toutes les atrocités qu'elle a pu y vivre et toutes les complications en tant que femme et en tant que personne immigrée, enfin d'origine du coup immigrée, donc cubaine il me semble plus précisément, dans une Amérique où il y a des tensions pendant la guerre froide justement avec Cuba, donc ça a été très compliqué pour elle donc de vivre ces événements. D'autant plus qu'elle fait partie de la communauté LGBTQIA+, qui est donc une communauté aussi très marginalisée, qui est même persécutée et dont elle veut du coup s'impliquer davantage. Et j'ai vraiment trouvé ces histoires extrêmement touchantes, extrêmement humaines, tellement réalistes. J'ai juste adoré, vraiment c'est un modèle cette femme, donc j'ai un gros coup de cœur pour ce livre et je vais vraiment me l'acheter en format physique pour pouvoir l'avoir dans ma bibliothèque parce que clairement je vais le relire et il fera partie de mes meilleures lectures même de ma vie entière. En 4e position, nous retrouvons Noblesse oblige, écrit par Mewen Alix. J'ai adoré la couverture et le jaspage, je l'ai vu passer un petit peu sur TikTok, il m'a intriguée d'autant plus que on me parle de télé-réalité et de royauté, je suis à fond dedans. Ça me fait penser un peu à La Sélection, ok j'y vais, ok, sauf que je m'attendais pas à ces plot twists et à ces retournements de situation. J'avais pas fait attention qu'il y avait un petit peu de sang sur la couverture, mais oh, mon dieu, ça a été une lecture incroyable. Bref, avant de vous en dire plus, je vais vous faire le résumé. Dans cette histoire, donc, nous allons suivre Gabrielle, qui est donc une jeune femme, même une adolescente, je sais plus très bien son âge, une jeune femme qui du coup est impliquée dans la résistance, puisque nous sommes dans une France où il n'y a pas eu de la Révolution française et donc à la tête du royaume nous avons Louis XXI qui est donc le nouveau roi et donc on a quand même eu toutes les évolutions technologiques, donc c'est à dire que les nobles ont accès à la télé et il va y avoir donc une émission qui va ressembler à une émission de télé-réalité dans laquelle on offre la possibilité à des personnes plus bas dans la société, donc aux tiers états, aux roturières, de pouvoir du coup intégrer cette émission afin de se marier avec des nobles, afin d'éviter la consanguinité et tout en offrant la possibilité donc à ces jeunes femmes de s'élever dans la société. Si elles refusent le mariage avec l'un de ces nobles, elles vont devoir aller dans un couvent
Donc pas très joyeux comme finalement comme débouché, donc c'est soit on se marie avec quelqu'un qu'on n'apprécie peut-être pas trop, ou alors il y a peut-être un coup de cœur et ça peut encore passer, soit c'est un couvent, donc c'est quand même qui tout double, les pauvres dans cette histoire. Bref, on va suivre Gabriel qui a donc des idées révolutionnaires, dont le père a été impliqué même dans une résistance et qui a subi un traitement assez flou, mais on comprend que finalement il s'est fait emprisonner. Bref, du coup elle va être sélectionnée pour participer à cette émission de télé-réalité et elle va en profiter pour essayer de glaner des informations pour pouvoir nourrir le service de résistance tout en étant impliquée dans cette émission. Et j'ai adoré parce qu'on vraiment on suit tout l'envers du décor, pas uniquement l'émission de télé-réalité mais vraiment les épreuves qu'elle doit subir, dont elle doit être du coup le pantin, puisque c'est vraiment toute une mise en scène qui est expliquée, donc de se paraître, de ses caméras, etc. La relation qui va se nouer donc entre Gabriel et son prétendant est extrêmement complexe, ambiguë, elle est vraiment pleine de haine et on va voir une révélation juste monumentale dans laquelle je ne m'y attendais pas, qui est ultra glauque, malsaine, mais en même temps on ne pouvait pas s'empêcher de tourner les pages pour savoir de quoi il était réellement question, et ça m'étonne qu'à moitié, donc je me dis waouh, c'est super bien fait parce que je pense qu'on est vraiment assez réaliste de ce qui aurait vraiment pu se passer à cette époque si vraiment on avait ces caméras, donc ce mélange un petit peu d'utopie, bref. Incroyable, vraiment un réel coup de cœur. Et du coup j'ai appris récemment qu'il allait avoir le tome 2 puisque je l'ai eu à Montreuil, et j'ai très hâte de voir du coup de quoi il va être question dans ce deuxième tome, parce que le premier tome vraiment était très bien comme il était. À voir maintenant du coup comment ça va être goupillé pour ce deuxième tome et s'il sera à la hauteur de cette première lecture. On arrive au top 3 de mes meilleures lectures de l'année. Ça a été quand même des lectures qui se sont distinguées des autres et donc j'ai réussi à avoir un top 3 assez vite, bien défini finalement. Des coups de cœur gigantesques pour ces 3 lectures qui m'ont énormément marqué. On commence donc à la 3e position par Un passé englouti, écrit par Ava Red, qui a été une lecture tellement... Je n'ai même pas les mots en fait pour vous le dire, elle m'a transportée. Alors c'est une lecture qui est assez lente et contemplative et j'ai un peu de mal avec ça, mais là j'ai trouvé que ça rajoutait du charme et un côté mystique à l'univers qui est déjà assez mystérieux. Ça a été juste incroyable. Dans cette histoire, nous allons suivre Effie qui a toujours cru aux légendes du petit peuple et qui régulièrement a des visions du roi des fées et qui la théorise un petit peu, mais en même temps elle est assez intriguée. Elle aime énormément l'œuvre d'Emrys Myrddin d'Angarad, donc c'est le titre du Angarad plutôt, oui c'est un D à la fin, qui raconte du coup toutes ces légendes, et elle aime énormément ce livre qui lui tient très à cœur, dont elle se replonge dedans très régulièrement, c'est un peu sa safe place, mais elle ne peut pas l'étudier puisque les études de littérature sont réservées aux hommes, elles sont jugées les plus prestigieuses, donc elle va intégrer la deuxième fac la plus célèbre, qui est donc la fac d'architecture, et malheureusement comme elle ne peut pas étudier du coup les œuvres de cet auteur, elle va quand même s'intéresser à ce dernier comme elle le peut. Et un jour, lorsque celui-ci est décédé, on va proposer aux étudiants d'architecture de candidater afin de proposer un musée pour pouvoir du coup mettre à l'honneur cet auteur. Effie va y participer et va remporter du coup cette place. Elle va donc être envoyée sur place pour pouvoir établir des plans, sauf que eh bien arrivée sur place elle est complètement déconfite par rapport à la réalité et de tout ce qu'elle s'était imaginé, puisque pour elle c'était quelque chose de prestigieux, c'était l'auteur le plus connu donc de son pays, sauf que eh bien la maison tombe un petit peu en ruine et elle était loin du coup de tout ce qu'elle pouvait imaginer de l'univers mystérieux et mystique de cet auteur, et elle va essayer tant bien que mal donc de proposer quelque chose, mais sur place elle tombe sur un autre étudiant, donc Preston, qui lui est justement dans les études littéraires, et il veut absolument montrer que l'œuvre que Effie chérit tant de Emrys Myrddin n'est qu'un faux, et donc ils vont rentrer en conflit puisque du coup elle n'est pas d'accord avec ce que Preston veut montrer. Toutefois, il va se passer des choses assez étranges et mystérieuses sur place qui va faire que les deux protagonistes qui sont un petit peu en conflit vont être contraints donc de collaborer, et Effie pourrait peut-être un petit peu revoir son jugement et ses principes. C'est une lecture extrêmement mystérieuse et extrêmement aussi difficile. Attention toutefois au trigger warning, il y a certains sujets qui sont abordés qui sont extrêmement touchant, voire même violent, dérangeant, mais en même temps je trouve que ça rajoute quelque chose de très beau.
C'est aussi un livre qui fait polémique étant donné que Effie est xénophobe, c'est-à-dire qu'elle a vraiment dans un premier temps cette peur de Preston qui est donc un étranger qui fait partie donc du pays voisin avec lequel son pays est en guerre, et donc elle va avoir ses préjugés, limite des insultes, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de trigger warnings qui sont mis en place dans qui sont présents dans ce livre, mais ça reste quelque chose de très mystique. Je pense que c'est vraiment le meilleur mot pour pouvoir vous décrire tout ce qui se passe à l'intérieur de ce livre, et c'est ce qui fait son charme, j'ai trouvé, et ça a fait sa magie à opérer sur moi, voilà. Bon, je crois que mon top 2 n'est pas très original par rapport à tout ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Oui, je suis totalement influencée et influençable. Du coup, à la deuxième position, on retrouve la saga Fourth Wing, écrite par Rebecca Yarros, pardon. Là j'ai mis le tome 1, mais le tome 2 en fait également partie. J'ai adoré cette histoire. Je ne suis pas très romantasy de base, mais alors là, vraiment toute l'histoire avec les dragons, je trouve ça incroyable. C'est tellement bien développé. J'ai été envoûtée par l'univers. Pareil, est-ce que j'ai besoin de vous faire un résumé de Fourth Wing? Bon, je vais sortir mon joker pour le résumé de celui-ci parce que je vous avoue que j'ai un peu les événements du tome 2 encore en tête et j'ai pas très envie de vous spoiler. Du coup, dans ce livre, on nous dit rien ne prédestinait Violet Sorrengail à être une cavalière. À son arrivée à l'académie de Basgat, elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle, dont les os sont aussi fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Mais Violette n'a d'autre choix que de satisfaire aux ordres de sa mère, la générale Sorrengail, et même cavalière et dresseuse de dragons, et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager et participer à cette compétition lui paraît fou, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette a beau être la candidate la moins forte physiquement, elle est rusée et rapide. Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Violette va devoir penser à un plan solide car cette aventure n'a que deux issues, passer toutes les épreuves ou mourir. Et évidemment, comme il s'agit d'une romantaisie, vous vous doutez bien que son chef d'aile, ennemi juré de sa mère, à qui elle ne doit absolument pas faire confiance, Xaden, qui est donc un fils d'un des rebelles qui a été condamné, va forcément l'énerver et l'agacer, mais pour autant elle ne va pas pouvoir s'empêcher de devoir être avec lui, et dont finalement le physique lui plairait peut-être bien ainsi que sa personnalité, comme par hasard. Bref, j'ai adoré, vraiment, j'ai tellement surkiffé, j'ai tellement envie de me les relire. Et là, le troisième tome sort du coup en anglais le 21 janvier. Je suis trop impatiente là pour la suite, la fin, ah là là, surtout après la révélation du tome 2. Bref, je m'éparpille, coup de cœur, cette saga est pépite. Roulement de tambour s'il vous plaît pour la première position qui va guère vous surprendre puisqu'elle fait partie aussi du coup de beaucoup de top 1 cette année pour beaucoup de personnes, puisqu'il s'agit du tome 1 de Divine Rivalité, écrit par Rebecca Ross, à ne pas confondre avec la même autrice que donc Fourth Wing que je vous ai présenté précédemment. J'ai adoré, mon coup de cœur de l'année, je ne pouvais pas lâcher le livre, vraiment. C'est une duologie du coup, le deuxième s'appelle Impitoyable Serment que je n'ai pas encore lu, j'avoue que j'ai fait un petit peu traîner parce que j'aime énormément cet univers. On est aussi dans une romantaisie, même si c'est pas vraiment de la fantaisie comme Fourth Wing. Dans cette histoire, nous allons suivre Iris Winnow, juste ici, jeune journaliste qui tente de mener sa vie à flot. Elle vit avec sa mère qui a sombré dans l'alcool depuis que son frère est parti sur le front, étant donné que les divinités se sont réveillées et s'affrontent, et donc les humains vont participer à ce combat qui est assez terrible et sanglant. Et donc Iris tente de décrocher une prime et une place assez prestigieuse dans son journal, mais elle est en concurrence avec Roman qui est donc un jeune homme qui l'énerve au plus haut point. Iris trouve du réconfort dans cette vie un petit peu catastrophique à travers les lettres qu'elle envoie à son frère, puisqu'elle a une machine à écrire, et donc elle tape des lettres qu'elle met dans son placard qui finissent par disparaître. Elle ne sait pas où elles vont, elle espère qu'elles atteignent son frère jusqu'au jour où elle va recevoir une réponse à cette lettre, et elle s'avère que ce n'est pas du tout son frère.
Elle va donc du coup développer une correspondance puisqu'un événement assez tragique va bouleverser sa vie et va la faire décider de quitter son entreprise, enfin son journal dans lequel elle était employée pour pouvoir aller retrouver son frère. Mais cela n'est pas sans conséquences, mais ça a été vraiment extrêmement touchant, poignant. Je trouve que c'est une très belle histoire, notamment d'amour, où on a enfin un Me Too Lovers qui prend son temps et qui est vraiment trop belle, où on a justement cette dimension d'enjeu au niveau de la guerre, du journalisme de guerre qui est vraiment très bien faite, mais tout en étant avec de la tension. J'ai hâte de découvrir dans le deuxième tome comment ça va être amené au vu de la révélation de la fin donc de ce tome 1 qui est vraiment avec énormément de suspense. On m'a dit qu'en plus dans le tome 2 on développait davantage cet aspect où il y a les divinités qui sont en conflit, qui est vraiment peu abordé dans le tome 1. Moi ça ne m'a moins dérangé parce que c'est vrai qu'on n'était pas vraiment sur ce sujet là, mais qui va être davantage développé du coup dans le deuxième. Bref, j'ai très hâte et ça a été vraiment un coup de cœur. C'est une lecture réconfortante, je la trouve vraiment très belle et je crois que je ne pourrais pas vous dire davantage de choses pour essayer de vous convaincre de lire cette lecture. Les mots me manquent pour exprimer ce que j'ai ressenti lors de cette lecture qui m'a tant marqué cette année 2024. Et vous, quelles sont les meilleures lectures de votre année 2024? N'hésitez pas à me faire part des vôtres dans votre commentaire ou à venir discuter et échanger avec moi sur Instagram. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse échanger, ça fera énormément plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à regarder ce que je peux produire sur les différentes plateformes. Vous avez tout le lien de mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre des lettres étant donné que le dernier livre est donc une correspondance avec des lettres. Du coup, je me dis que cet emoji pourrait totalement correspondre à cette vidéo. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Bref, je vous laisse ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!